Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre La boussole du confiné avec le philosophe Louis-André Richard. On vous présente un reportage sur la fromagerie de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac au Québec et on parle du livre Le Québec tournant une histoire nationale avec l'historien Éric Bédard. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons philosopher sur le confinement et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence Louis-André Richard. Bonjour. Bonjour. Louis-André Richard, vous êtes philosophe, professeur de philosophie, entre autres au Cégep de Sainte-Foy à Québec, auteur de nombreux ouvrages, dont celui sur lequel nous allons discuter ensemble aujourd'hui. Son titre, La boussole du confiné, publié au Québec par les presses de l'Université Laval et en France par Hermann Éditeur. Alors, Louis-André Richard, d'abord, parlons peut-être du titre de votre ouvrage, La boussole du confiné. J'imagine que, justement, le confinement est aux racines de vos réflexions que vous nous partagez dans ce livre. Pourquoi, selon vous, ce confinement nous a-t-il déboussolés et pourquoi, justement, avons-nous besoin de retrouver le Nord pour faire face au futur qui s'ouvre devant nous? Oui, bien, écoutez, le côté pénible du confinement, je pense, se comprend très bien sans qu'on fasse beaucoup d'explications. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin de cultiver des liens humains et cette tragédie qui a été amenée par cette pandémie de la COVID-19 nous a placés dans une situation bien spéciale. La boussole du confiné parce que écoutez, de façon très pragmatique, c'est un projet qui a été demandé par mon éditeur, puisque je donnais à l'Université Laval un cours dont le titre était La philosophie et les vertus du confinement. Alors, ce titre plus scolaire répond en partie à votre question. L'idée, c'est comment peut-on faire contre mauvaise fortune, bon cœur, dans les circonstances qui étaient les nôtres. Il s'agit pour moi de trouver des thèmes, des textes surtout, qui nous ramenaient à la pertinence de réfléchir sur les bienfaits de l'intériorité. Je dirais que toute cette réflexion philosophique sur le confinement part de une idée socratique qui dit « connais-toi toi-même ». Et les circonstances tragiques du confinement était aussi, et c'est ce que je pense, une occasion de cultiver l'intériorité. Alors, ce petit livre sans prétention offre des occasions de réflexion ponctuelle sur des thèmes qui ont tous un lien avec la condition de confiné, la condition de quelqu'un qui doit rester chez lui et renoncer au plaisir des liens humains. Partagez-nous votre expérience personnelle peut-être en tant que philosophe. J'imagine que vous vous êtes vous-même appliqué cette médecine philosophique pour passer au travers de ces moments difficiles de confinement. Comment, au niveau méthodologique et pratico-pratique, comment philosopher, comment l'exercice de la philosophie s'est-il incarné dans votre propre confinement, Louis-André Richard? Eh bien, très simplement, je dirais que ma conception de la philosophie, ça se décline sous le mode de la conversation. C'est très platonicien. Philosopher, c'est une façon de converser avec autrui. Et autrui, c'est pas nécessairement, bien que ce soit souhaitable, une personne réelle devant nous en chair et en os, mais autrui, c'est le livre, par exemple. C'est-à-dire la présence de quelqu'un qui a déjà réfléchi, qui est passé à l'histoire parce qu'il a eu ce génie de bien cerner les problématiques et de tenter d'apporter des réponses qui soient satisfaisantes pour cultiver l'humanité en nous. Alors moi, très concrètement, je peux dire que le confinement, en un sens, ça ne m'a pas privé de choses que je ne faisais pas déjà, c'est-à-dire de relancer constamment cette conversation
tantôt avec Platon, tantôt avec Aristote, tantôt avec Saint-Augustin, tantôt avec Descartes, Machiavel et j'en passe. Je pense qu'il y a là une hygiène intellectuelle qui convient bien en temps de confinement. Et si je peux me permettre d'être encore plus pratico-pratique, je pense qu'il y a deux autres éléments qui m'ont souri à moi, mais je pense qu'ils peuvent être des moyens intéressants pour tout le monde. C'est d'une part l'écoute de la musique, parce que l'écoute de la musique, ça a quelque chose qui élève l'âme, qui fait du bien à l'âme, en plus de la lecture, bien entendu, et la pratique du sport d'une manière régulière. Alors, j'ai un chapitre dans mon petit livre qui parle des vertus de la bicyclette, parce que c'est un sport que je pratique, mais qui permet de mettre de l'avant l'idée que une pratique assidue du sport, ça n'a pas besoin d'être violent, ça peut être simplement de la marche, mais c'est une occasion non seulement de régénérer des forces physiques en nous, mais une occasion de réflexion, de contemplation devant le monde. Pratiquer un sport, ça permet de prendre du recul, de renouveler les perspectives, et ça fait partie, encore une fois, de l'hygiène, je dirais, globale qui convient bien dans des temps difficiles de la réclusion, si je puis dire. À travers toute la période de la pandémie, la recherche des raisons valables fait appel à une conception de la recherche philosophique qu'il vaut la peine de mettre de l'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que devant des décisions comme celle-là, personnelles et politiques, on ne peut pas avoir de critères absolus. On est nécessairement dans un monde où la contingence impose la prudence. Moi, c'est ça qui m'interpelle là-dedans. Et pour en arriver à avoir, je dirais, une vision claire, prudente devant la contingence, bien, il faut réfléchir, il faut chercher, il faut se documenter et s'informer auprès des sources les plus fiables dans les circonstances. Et des fois, je trouve que ça manque. Et moi, sans prétendre que j'avais la solution, moi, j'ai toujours été un peu interloqué devant les prises de position trop radicales, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Mais je pense qu'au total, la prudence faisait comprendre que, compte tenu des risques, de l'évaluation des risques, des inconvénients au fait d'être vacciné versus les avantages que ça promettait, il me semble que dans cet exercice du jeu de la balance, c'était nettement clair qu'il fallait aller dans le sens de la vaccination. Et pour des raisons, encore une fois, de juste équilibre entre avantages et inconvénients. Ce jeu des équilibres, cette recherche des raisons, me semble-t-il, c'est un des avantages de faire de la philosophie. Et je pense que ça a manqué, puis ça manque encore beaucoup sur cette question du confinement, mais sur bien d'autres aussi auxquelles nous devons faire face. Et en terminant, qu'est-ce que vous espérez que le lecteur qui va procéder à cette méditation philosophique en votre compagnie puisse retirer de cet exercice? Bien, je pense que ce que je veux tout simplement, c'est que le lecteur trouve là une occasion d'assumer une réflexion personnelle sur ces bénéfices de la vie intérieure, de cultiver l'intériorité, sur le bénéfice pour y arriver d'oser lire la grande littérature philosophique qui est toujours là depuis 650 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Il y a des auteurs qui sont toujours là parce qu'ils nous aident à mieux nous connaître nous-mêmes. Moi, j'espère vraiment que ça peut donner le goût à des lecteurs de mon petit opuscule d'aller vers les vrais auteurs, les grands auteurs, et ces auteurs qui, moi, personnellement, continuent de me nourrir. Il ne faut pas espérer plus, mais vraiment, j'espère que ça pourra inspirer certains lecteurs. Une belle introduction dans les circonstances aux grands auteurs philosophiques. C'est ce qu'on retient de votre réponse. Louis-André Richard, je rappelle que vous êtes philosophe, professeur de philosophie au Cégep de Sainte-Foy à Québec et auteur de nombreux ouvrages, dont celui sur lequel nous avons pu échanger aujourd'hui. Son titre, La boussole du confiné, publié au Québec par les presses de l'Université Laval et en France par Hermann, éditeur. Alors, Louis-André Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver bientôt. Alors, mon nom, c'est Dominique Minier, Père Dominique Minier. Ici, là, entre autres, j'ai été pendant 20 ans directeur de notre usine de fromagerie. Bon, alors, je connais assez bien la marche d'une usine laitière.
C'est en 1943 que la production a commencé à Saint-Benoît-du-Lac, la production de fromage. C'était parce qu'on avait une ferme laitière assez importante, un troupeau de vaches aussi de bonne qualité, mais proche dans la région ici, il n'y avait pas de débouché pour le lait. Alors, les moines ont commencé à faire du fromage, mais au début, ils ne savaient pas quoi faire avec ça, ils ne savaient pas faire du fromage. Mais ils ont eu des professeurs du Québec ici, là, des gens là, de l'école de Saint-Hyacinthe. Ça existait déjà à ce moment-là. Et ce sont ces professeurs-là qui ont proposé aux moines de faire du fromage bleu. Ils s'en produisaient pas du tout au Canada. Et ils ont participé, les professeurs, on a eu beaucoup d'aide pour aider, apprendre aux moines à faire ce produit-là en particulier. L'idée, c'était évidemment d'avoir des revenus pour le monastère, puis aussi, non seulement on avait le produit de base, le produit pour la matière première, le lait, mais on avait aussi la main-d'œuvre, parce que la communauté était déjà importante en nombre, beaucoup plus importante que maintenant. Et il y avait, parmi ces moines-là, il y avait une bonne moitié des moines qui étaient des moines qu'on appelait des frères convers autrefois. C'était des moines, mais qui voulaient s'adonner plus au travail manuel, au soutien matériel du monastère, plutôt que de faire des études ou de devenir prêtre. Donc, on avait toute une main-d'œuvre ici qu'il fallait utiliser et ils étaient là pour ça. C'était leur désir de s'adonner au travail manuel pour travailler à la subsistance du monastère. Alors, tout était bien combiné, finalement, pour que ce soit la bonne décision. Du point de vue des installations, il y a une petite usine qui a été construite en 1943. C'est ça, il y a quelques années, on a recommencé complètement avec une grande usine où là, tout est concentré dans la même grande surface et avec toutes les normes nouvelles. Alors puis l'instrumentation aussi renouvelée. Et ce qui est important, quand je parle des normes nouvelles, ça veut dire que le produit, l'entrée du produit brut, le lait par exemple, c'est une chaîne continue qui va jusqu'à la sortie du produit fini et jamais le produit revient en arrière. Il n'y a jamais de rencontre entre un produit plus avancé et un produit plus jeune pour éviter ce qu'on appelle le croisement des contaminations s'il y avait une contamination. Alors, notre usine actuelle répond à ces exigences. On est arrivé à un type de fromage qui est particulier, qu'on appelle le Mont-Saint-Benoît, qui est un fromage avec des ouvertures, mais qui est quand même un fromage doux, qui n'est pas un fromage ferme, qui est un fromage plutôt semi-ferme. Donc c'est particulier. Puis on était les premiers, je pense, ici en Amérique du Nord, à faire ce type de fromage-là. Mais donc, à partir de 1952, 56 surtout, 57, 58, on a commencé à commercialiser ce produit-là. Je me souviens plus des noms qu'il avait dans le temps, là. Et après, toujours dans cette ligne de produits avec des ouvertures propioniques, on a fait le moine, qui est un peu plus marqué, qui ressemble un peu plus, et ça rapproche ce qu'on appelle un fromage suisse, en principe. Ces dernières années, on a développé plusieurs autres produits, mais qui sont presque toujours un peu dans la même ligne. Dans les produits, ce qu'on appelle le fromage bleu, il n'y a pas beaucoup de compétition là-dedans, ici en Amérique du Nord. Ça fait qu'on développe ce produit-là qui se vend bien et on en fait 3 variétés différentes là, qui sont un petit peu différentes. Ça diversifie notre production. Puis on peut s'adapter comme ça à les demandes différentes du public. La même chose dans ce qu'on appelle les produits de type gruyère avec des ouvertures. On en a plusieurs. On a toujours le premier qui s'appelle le Mont-Saint-Benoît, on a le moine, on a aussi les fromages fumés, hein, c'est ça. Le Fontina aussi, qui est un fromage un peu de même manière de fabrication. Il faut toujours que les produits, il y a une certaine parenté parce que l'instrumentation, tout ça, nos expertises, tout ça, là, nos employés sont habitués à faire telle ou telle chose. Alors, le Fontina, c'est un peu comme une fabrication qui ressemble beaucoup à notre gruyère, à notre Mont-Saint-Benoît,
mais on ne cherche pas à avoir des ouvertures proprioniques. Donc, il n'y a pas cette caractéristique-là, même dans le goût. Là, ça fait un fromage un peu différent aussi. Là. Donc, on a diversifié beaucoup ces dernières années. On a au moins 8 produits. Nous, c'est quand même dans les 300 000 kilos par année. Là. Notre marché, c'est assez drôle de dire ça, mais la vente locale est encore importante avec notre boutique qu'on a ici sur place. Hein. Et évidemment, nos produits se vendent en plus grande quantité dans la région de Sherbrooke, qui est donc la région aux alentours de l'abbaye. Mais on est présent dans tout le Québec, dans toutes les grandes surfaces. Mais on développe aussi, on a déjà une part de marché un peu en Ontario, où il y a des comptoirs de fromage. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir des fromages Saint-Benoît. On a atteint une notoriété telle qu'un bon comptoir de fromage ne peut pas se permettre de ne pas avoir nos fromages. Alors ça, c'est un acquis, c'est précieux. Et il y a aussi l'hôtellerie. Moi, maintenant, je m'occupe plus de l'accueil des visiteurs, mais en particulier l'accueil soit des individus, soit des groupes qui viennent ici passer quelques jours dans notre hôtellerie. Donc, je pense que c'est une caractéristique aussi de Saint-Benoît-du-Lac par rapport aux autres monastères où l'accueil, il y a un accent assez important donné à l'accueil et à l'accueil des groupes. Évidemment, quand on a une responsabilité dans un domaine de travail, qu'on pourrait dire de travail manuel ou de travail extérieur, ça peut paraître venir un petit peu en conflit avec une vie de moine qui est supposée être une vie de spiritualité, d'intériorité. Et de fait, c'est pas facile de tenir les deux, mais c'est bien comment dire, la vision bénédictine quand même, parce qu'il y a comme un adage qui décrit la vie des moines, en particulier les moines bénédictins, qu'on appelle « ora et labora », prière et travail. Donc, ça fait vraiment partie de la vie du moine bénédictin. Mais alors, je pense, moi, selon ma propre expérience, que j'ai fait ça pendant 20 ans, là, bien, tout en donnant beaucoup plus d'heures dans la gérance du matériel, qu'on pourrait dire, là, bien, ce qui nous reste d'heures à donner à l'office de prière, à la méditation, à la lecture, on le sait qu'on en a moins, on y va avec beaucoup plus d'intensité, puis on est capable de le faire parce que pour nous, c'est comme la diversion, c'est comme le passage vers autre chose. Et moi, en tout cas, je pense que j'ai pu tenir les deux bouts de la chaîne là, avec une certaine facilité, là, mais aussi avec profit, je pense. Et dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de l'histoire du Québec. Et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence Éric Bédard. Bonjour. Bonjour. Éric Bédard, vous êtes historien, bien connu chez nous, puisque vous parlez souvent, êtes souvent un intervenant dans les médias. Vous êtes professeur d'histoire à la TÉLUQ et auteur de nombreux ouvrages, dont celui sur lequel j'aimerais m'arrêter quelques instants avec vous. Son titre, « Le Québec ». Tournant d'une histoire nationale, publiée aux éditions du Septentrion, dans cette belle collection « Aujourd'hui, l'histoire ». Éric Bédard, pouvez-vous d'abord peut-être nous présenter qu'est-ce que c'est que l'histoire nationale? L'histoire nationale, c'est de mettre en récit les événements qui ont été marquants par rapport au destin d'un peuple. Donc, nous vivons encore au 21e siècle dans des nations, dans des cadres. Le cadre national continue d'être extrêmement important, déterminant. Les États sont des États nationaux pour la plupart, même s'il y a encore des velléités impériales chez certains peuples. Il ne s'agit pas de nier l'importance et la pertinence d'une histoire sociale, d'une histoire de la société globale. Mais pourquoi ça devrait se faire au détriment
d'une histoire nationale, c'est-à-dire que oui, nous avons entre nous, par exemple, Québécois, mais on pourrait dire la même chose des Américains, des Français ou des autres peuples. Nous avons entre nous toutes sortes de différences, nous avons des points de vue différents, nous avons des classes sociales, etc. Mais il y a certains moments où nous sommes interpellés comme peuple. Parce que nous avons un destin commun. Et c'est pour ça que je voulais, à travers un petit ouvrage, mais je voulais rappeler l'importance d'une histoire nationale. De ces différents événements qui forment le peuple québécois d'aujourd'hui. En 2022, vous l'avez mentionné, vous avez dû faire un choix. Pouvez-vous nous présenter quel est le fil conducteur et nous présenter brièvement chacun de ces éléments que vous avez sélectionnés? Alors, le fil conducteur, écoutez, j'ai fait une trentaine d'émissions à Aujourd'hui l'Histoire sur à peu près 5 ans. Et donc, je me suis dit, quels sont les événements, disons, essayons d'en choisir 2 par siècle, sur 4 siècles, qui ont été peut-être des points tournants dans l'histoire du Québec, d'où le sous-titre tournant d'une histoire nationale. Alors, j'en ai choisi, j'ai commencé par le premier qui s'est imposé à moi, celui de la tabagie de Tadoussac, c'est-à-dire cette espèce d'alliance qui a été concoctée entre les Français et la coalition laurentienne, les peuples autochtones de la vallée du Saint-Laurent. Et selon moi, c'est cette entente, cette tabagie, puisque tabagie, prendre du tabac ensemble, c'est une fête, c'est une alliance qu'on scelle, a été déterminant pour permettre aux Français, en 1608, de fonder Québec. Donc, sans cette tabagie au préalable, peut-être que la fondation de Québec aurait été compromise. Si les Autochtones qui entouraient les Français, la vingtaine de Français avaient décidé de leur faire la peau, les Français n'auraient pas fait long feu. Deuxième événement que j'ai retenu, évidemment, l'arrivée des filles du roi. Jusqu'autour de 1660, il y a très peu de femmes en Nouvelle-France. En fait, il y avait des autochtones, des femmes autochtones, et on encourageait le métissage au début du 17e siècle. Ça, c'est un autre sujet, mais ce métissage-là ne s'est pas produit pour toutes sortes de raisons. Et donc, si on voulait fonder une colonie, si on voulait fonder un peuple, il fallait avoir un certain poids démographique, et ça passait par la démographie, par les naissances. Et donc, pendant 11 ans, les Français, la métropole, a envoyé ces orphelines, les filles du roi, et ça a été absolument déterminant dans l'essor de la colonie. Ensuite, au 18e siècle, j'ai sélectionné 2 événements. Le premier, j'ai voulu donner un aperçu de la grande géopolitique à travers 2 grands personnages qui étaient aux commandes en France et en Angleterre, William Pitt et le duc de Choiseul. Ces 2 personnages-là ont été déterminants et je voulais essayer d'illustrer pourquoi la France avait un peu laissé tomber le Canada ou la Nouvelle-France, et pourquoi l'Angleterre avait tout misé sur la prise de la Nouvelle-France. Ensuite, j'ai évoqué le destin de Pierre du Calvet. Peut-être que c'est le moins des tournants pour ceux qui sont plus familiers avec l'histoire du Canada, du Québec. C'est que Pierre du Calvet, je voulais à travers ça illustrer l'emprise coloniale britannique, le fait qu'il y avait un certain autoritarisme. Pierre du Calvet a écrit appel à la justice de l'État, il a été emprisonné. Et je voulais illustrer à travers ça qu'il y avait là en germe la naissance d'une opinion publique. Au 19e siècle, je m'avance plus rapidement, 1845, premier volume de l'histoire du Canada. Peut-être qu'il y a eu une défaite des Patriotes, mais nous ne sommes pas un peuple sans histoire et sans littérature. C'était la phrase de Durham. Nous avons une histoire, donc peut-être que nous avons un avenir. C'était ce que voulait faire Garneau. Première conférence interprovinciale de l'histoire du Canada, dans ce cas-ci, une initiative du gouvernement de Honoré Mercier. Donc, un autre point tournant, le débotonisme québécois. Donc, les 2 derniers événements au 20e siècle, premièrement, naissance et création des HEC Montréal. Ça a été le prélude, dans le fond, à une pensée économique au service d'une nation. Donc, tous les grands qui ont fait la Révolution tranquille avaient été formés par les HEC. Et enfin, dernier événement incontournable, l'adoption de la loi 101 qui a favorisé l'intégration, une plus grande intégration des nouveaux arrivants au Québec français. Donc voilà en gros les 8 événements que j'ai retenus.
8 événements qui ont construit cette identité québécoise qui est la nôtre aujourd'hui. Un événement dramatique pour certains qui ont formé justement cette identité québécoise, c'est cette conquête que vous nous analysez justement sur ce qui s'est passé en 1759 entre Pitt et Choiseul. Vous nous l'avez brièvement raconté. Pouvez-vous nous déployer un peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour le Québec? Qu'est-ce qui s'est joué sur le vieux continent européen? Alors, en fait, le Québec, durant l'été 59 et 1759, est un peu le centre, l'épicentre d'un conflit mondial. On peut dire que la guerre de 7 ans est l'une des, peut-être la première grande guerre mondiale dans l'histoire occidentale. Alors, ce qui se passe, c'est que on a une France qui est tiraillée entre le continent et ses colonies. Et il y a donc un ministre de la guerre et il y a un ministre de la marine. Et c'est un fait exceptionnel. La France, en 1755-56, va signer une alliance avec l'Autriche. Et c'était nouveau, c'était du jamais vu. C'était une alliance avec les Habsbourg, qui avaient toujours été les grands concurrents des Bourbons. Et donc, cette alliance avait été vraiment pensée et concoctée par Madame de Pompadour, l'ancienne maîtresse de Louis XV, mais qui restait une femme extrêmement influente. Et elle attachait beaucoup de valeur à cette alliance, sauf que, contrairement à ce qui avait été prévu, l'Autriche va perdre plusieurs batailles contre la Prusse, qui est la puissance émergente du continent de l'époque. Et la Prusse était alliée à l'Angleterre. Et donc, la France va constamment tirer vers le continent, elle va envoyer des effectifs, va envoyer des troupes, et donc ça va lui coûter très, très cher, et ça va se faire au détriment des colonies. Alors que, justement, l'Angleterre, elle, de William Pitt était convaincu que l'avenir de la Grande-Bretagne était sur les mers. Mais je voulais montrer que, finalement, l'histoire aurait pu se passer très, très différemment, que les Français auraient pu récupérer le Canada, nous aurions pu rester dans l'Empire et donc, à ce moment-là, avoir un développement un peu plus normal et peut-être éventuellement faire notre indépendance de la métropole, comme tous les peuples d'Amérique. Mais il y avait deux hommes qui avaient des agendas très, très bien campés et ces deux hommes ont joué un rôle déterminant et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent en histoire, l'importance des personnages et l'importance de la contingence, des hasards. Et pour écrire nous-mêmes notre histoire, il est important de la connaître. Et c'est ce que vous nous proposez, Éric Bédard, dans votre plus récent ouvrage, publié aux éditions du Septentrion. Son titre, Le Québec, tournant d'une histoire nationale et qui bénéficie d'une belle préface de Jacques Beauchamp. Alors, Éric Bédard, je rappelle que vous êtes historien et professeur d'histoire à la TÉLUQ et nous étions réunis pour parler de cette belle histoire qui est la nôtre. Alors, Éric Bédard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Denis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.slmedia.org/fr. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée à notre antenne.